Coucou la team, aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter celle qui travaille avec nous dans l'ombre depuis fort longtemps, qui va enfin faire son apparition dans cette vidéo de révision sur le chapitre 15 sur toute la partie ondulatoire du programme de terminale. Et on souhaite la bienvenue à Marjorie. Coucou la team physique, coucou les petits scientifiques. Et oui la team, depuis le début de l'année, vous ne voyez que Fredoche et moi. Mais on a quelqu'un qui bosse dans l'ombre, on a la collègue Marjolaine. Elle aussi, elle a ses petits scientifiques, ses élèves de spé dans sa classe. Tiens, d'ailleurs ça me fait penser, on aurait pu faire un petit concours, non ? Et comme Marilène est spécialiste des parties de programme non obligatoires, dis-moi Marjo, tu nous présentes quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, avec moi, on va parler de l'effet Doppler et de ses applications. Au programme des révisions de ce chapitre, il y a 4 blocs distincts à bien assimiler. Tout d'abord, au niveau de l'acoustique, la notion d'intensité sonore avec les relations entre intensité et niveau d'intensité qui nous permettront aussi de passer à des notions que l'on a vues en TP sur l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption. Ensuite, sur le plan de la diffraction, dans un premier temps, les conditions de diffraction, les caractéristiques et les conséquences de la diffraction. Ensuite, il faudra que l'on utilise la relation entre la taille de l'ouverture, notée A, et celle de l'angle caractéristique de diffraction, θ, qui sont liés à la longueur d'onde, et notamment pour déterminer la largeur de la tâche centrale de diffraction. Et un dernier point un peu plus expérimental, c'est d'interpréter des phénomènes de diffraction dans des situations variées. Pour ce qui est des interférences, vous devez être capable de citer les conditions d'interférence ainsi que les conséquences, démontrer les conditions d'interférence, démonstration à savoir faire, conditions d'interférence constructives et destructives, on s'en souvient, et puis la démonstration de la largeur d'interfrange dans le cas de l'expérience des trous de Young. Le dernier point du programme sur ce chapitre de physique ondulatoire, c'est sur l'effet Doppler. Vous devez être capable d'expliquer qualitativement l'effet Doppler. Ensuite, une autre démonstration qui est au programme, celle du décalage Doppler, et puis pouvoir citer quelques conséquences de l'effet Doppler dans le cas des ondes sonores, mais aussi dans le cas des ondes électromagnétiques, avec le fameux effet Doppler-Fizeau et le redshift, et ensuite, plus expérimentalement, appliquer la formule du décalage Doppler pour réaliser un calcul de vitesse. Allez, c'est parti pour ce programme de révision et je laisse Janine commencer à vous parler d'intensité et de niveau d'intensité. Ok, pas de souci, merci Fredoche. Bon alors, l'intensité sonore, les niveaux d'intensité sonore, tout ça, on en a déjà parlé en enseignement scientifique, en première notamment, et on reprend cette fois-ci en spé en allant plus loin et avec des démonstrations, évidemment. Et on commence par les basiques. On reprend l'intensité sonore. C'est quoi ? C'est en fait la puissance sonore transportée par unité de surface. Du coup, la puissance sonore, c'est la puissance émise par la source et elle va être en watts. Et pour la surface, vu que notre source envoie et émet du son dans toutes les directions, la surface, ce sera une sphère et elle sera exprimée en mètres carrés. Du coup, l'intensité sonore sera exprimée, elle, en watts par mètre carré. Lorsque l'on fait les calculs d'intensité sonore, on se retrouve avec des valeurs sous la forme de nombres avec des puissances de 10 notamment. Pas très pratique à manipuler. Alors du coup, on a créé une nouvelle grandeur qu'on va appeler le niveau d'intensité sonore et qui, lui, va être bien plus pratique. Ce niveau sonore, il va nous permettre de rendre compte de l'intensité perçue du son, en fait. Et il va utiliser une échelle logarithmique. Donc, du coup, les valeurs que l'on va obtenir pour le niveau sonore seront plus facilement manipulables que les valeurs de l'intensité sonore. Et l'unité pour le niveau sonore, ce sera les décibels. Et il existe évidemment une formule qui permet de relier l'intensité sonore et le niveau sonore. Donc pour calculer le niveau sonore, il suffit de faire 10 fois le log de I, la valeur de l'intensité sonore, divisé par I0. I0, c'est en fait une valeur de référence qui a été choisie. C'est le seuil d'audibilité. Ce qui veut dire que c'est la limite à partir de cette valeur-là pour l'intensité sonore.
on va entendre le son. Donc évidemment, le niveau sonore est une grandeur qui est totalement relative et qui dépend du choix de ce I0. Mais je précise que le I0, il a été choisi et qu'on ne le change plus maintenant. Du coup, sur la même échelle, on va pouvoir avoir le niveau sonore d'un côté, l'intensité sonore de l'autre côté. Ce genre d'échelles-là, on les a utilisées beaucoup en enseignement scientifique. Elles nous permettent de faire le lien entre les décibels et les watts par mètre carré. On retrouve bien tout en bas de cette échelle le seuil d'audibilité à 0 décibels qui correspond à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Allez, on continue et on fait le point sur 2-3 choses utiles. La première chose à se souvenir, c'est que les intensités sonores peuvent s'additionner, mais pas les niveaux sonores. Du coup, ça nous amène à, lorsqu'on double le nombre de sources sonores identiques, on va avoir une augmentation de plus 3 dB pour le niveau sonore. On se souvient comment on fait pour arriver à ce plus 3 dB ? Si on a 2 sources sonores identiques, l'intensité totale sera 2 fois l'intensité de la source. Du coup, pour calculer le niveau sonore, on reprend la formule qu'on a vue à la diapo précédente, L égale 10 log de I sur I0, et cette fois-ci, on a une modification de l'intensité sonore. C'est à ce moment-là que ça doit faire tilt pour vous des rappels mathématiques que log de A fois B, c'est log de A plus log de B. On va insérer cette information mathématique dans notre calcul à nous. Nous, on se retrouve du coup avec L égale 10 log de 2 plus 10 log de I sur I0. Si on tape à sa calculatrice 10 log de 2, on obtient 3 décibels. Et on reconnaît avec 10 log de I1 sur I0 qu'en fait c'est le niveau sonore 1, donc c'est L1. Et à la fin, on se retrouve avec le niveau sonore total qui est égal à 3 décibels plus L1, exactement ce qu'on avait prévu de trouver. Nous allons maintenant parler d'atténuation géométrique et d'absorption du son. On a toujours notre source sonore qui est située au centre de la sphère de surface S, et dont l'intensité est donnée par la formule P, la puissance de la source, divisée par S, cette fameuse surface. Donc évidemment, plus on va s'éloigner de la source, plus le rayon sera grand, plus la surface sera grande, et donc plus l'intensité sera faible. En s'éloignant, on a donc une atténuation du son, et c'est cette partie-là qu'on va étudier. Et ce qu'il faut que l'on sache, c'est que pour une source ponctuelle, si on double la distance entre la source et le récepteur, on va avoir une atténuation de moins 6 dB. C'est cette partie-là qu'on va redémontrer. Alors on va y aller par étapes. Si on double la distance à la source, au lieu d'être à une distance R, on sera à une distance de 2R. Du coup, la surface qui, elle, correspond à 4pi R au carré. Si on double R, ça va quadrupler la surface. Et si la surface est 4 fois plus grande, l'intensité sonore, qui correspond à la puissance divisée par la surface, elle va être divisée par 4. Ça, c'est notre point de départ. On repart de la définition de notre formule pour le niveau sonore, 10 log de I sur I0, et à la place de I, on va avoir I sur 4. Ça va nous donner la même chose que 10 log de I sur I0 sur 4 en réagençant la fraction, et on fait encore une fois un rappel mathématique. Cette fois-ci, les mathématiques nous disent que log de A sur B, c'est log de A moins log de B. On insère ça dans notre équation à nous et on obtient 10 log de I sur I0 moins 10 log de 4. En tapant 10 log de 4 à la calculatrice, on tombe sur 6 décibels. Et on reconnaît à nouveau 10 log de I sur I0 qui est en fait notre niveau sonore de départ. Et on obtient bien à la fin que le niveau sonore, lorsque l'on se situe à une distance double, c'est bien le niveau sonore de départ, moins 6 décibels, ce qu'on devait démontrer. Et voilà, nous en avons fini pour cette première partie des révisions sur l'intensité sonore, le niveau sonore et l'atténuation sonore. Et on peut passer maintenant à la deuxième partie qui concerne la diffraction. Il faut qu'on sache quelles sont les conditions d'observation pour une diffraction, quelles sont les différentes situations dans lesquelles on peut voir, écouter ou observer la diffraction, et puis il faut aller un petit peu dans les détails et parler de l'angle de diffraction. Et la diffraction, c'est quoi et on la voit quand? En fait, la diffraction, c'est ce qui fait que quand je crie « Les enfants, à table, on mange !» En fait, là-haut, ils m'entendent. En fait, la diffraction, c'est un phénomène presque magique. Mais bon, vous savez, la magie, nous, on arrive toujours à l'expliquer. Alors, c'est un phénomène magique qui se produit avec les ondes. Et ça fonctionne avec des ondes lumineuses, avec des ondes sonores, avec tout type d'ondes, en fait. Et du coup, nous, quand on a étudié cette diffraction en TP, on a réalisé des expériences, non pas avec des ondes sonores, mais plutôt avec des ondes lumineuses. On va revoir ça maintenant.
pour qu'il y ait diffraction, il faut quand même qu'il y ait quelques conditions qui soient réunies. La première, c'est que l'onde doit rencontrer un obstacle. Alors cet obstacle, ça peut être un objet très petit ou ça peut être une ouverture aussi. Cet obstacle rencontré, il doit avoir une dimension qui doit être à peu près du même ordre de grandeur ou alors plus petit que la longueur d'onde de l'onde qui arrive. Bon, du coup, si ces conditions-là ne sont pas réunies, il n'y aura pas de diffraction. Pour visualiser le phénomène de diffraction, nous, on a éclairé une fente de largeur A par un faisceau laser. Et on a placé un peu plus loin un écran sur lequel on a observé des taches lumineuses. On a utilisé un jeu de 7 fentes et on a testé pour chacune des fentes, de la plus large à la plus fine, en regardant ce qui se passait sur notre figure de diffraction. Si notre fente est trop large, eh bien, le faisceau laser va passer entièrement à l'intérieur et on observera uniquement une tache lumineuse sur l'écran. Dans ces cas-là, il n'y a pas de figure de diffraction. Si on prend une fente un peu plus fine, cette fois-ci, il faut qu'elle soit de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de notre laser ou plus petite, eh bien, on va observer une figure de diffraction, c'est-à-dire qu'on va avoir une tache centrale très lumineuse et d'autres petites taches les unes à côté des autres, qu'on appelle figure de diffraction. Et si on prend une fente encore plus fine que celle de tout à l'heure, on obtient toujours une figure de diffraction, mais elle s'est un peu allongée. La tache centrale est devenue maintenant beaucoup plus large. En réalisant nos observations, on s'est rendu compte que plus la largeur de la fente était petite, plus la largeur de la tache centrale était grande. On s'est donc dit qu'il devait y avoir une relation d'inverse proportionnalité entre A, la largeur de la fente, et L, la largeur de la tache centrale. C'est ce qu'on va voir maintenant à l'aide des formules. Si on considère le triangle qui est colorié en jaune sur la figure, c'est un triangle rectangle et il faut savoir que la distance D est bien plus grande que la largeur de la tache centrale. Notre schéma, il n'est absolument pas à l'échelle. Du coup, cet angle θ, c'est vraiment un tout petit angle. Et donc, on va pouvoir y appliquer dans ce triangle l'approximation des petits angles. L'approximation des petits angles qui nous dit quoi? Que θ est environ égal à tangente θ pour des angles qui sont petits. Et dans ce triangle rectangle, si on regarde tangente θ, c'est le côté opposé, c'est-à-dire la moitié de la tache centrale L sur 2, divisé par le côté adjacent, qui est la longueur D. On va avoir tangente θ égale L sur 2 sur D, ce qui veut dire avec l'approximation des petits angles que θ est égal à L sur 2D. Parallèlement à ça, on a aussi la formule θ égale lambda sur A, qui est la formule point de départ de toutes les diffractions. Cette formule, nous l'avions redémontrée avec les puristes en classe, mais la démonstration n'est pas à connaître. Il suffit de savoir que θ égale lambda sur A pour toutes les diffractions. Du coup, on a θ égale L sur 2D, mais on a aussi θ égale lambda sur A. On regroupe les deux et on se retrouve avec L sur 2D égale lambda sur A. Si on réarrange cette équation-là, on se retrouve avec L égale 2 lambda D sur A et on retrouve bien notre notion de départ, à savoir que la largeur de la tache centrale et la largeur de la fente A sont inversement proportionnelles. Évidemment, la formule fonctionne aussi dans l'autre sens. On peut aussi noter A égale 2 lambda D sur L. On comprend donc qu'il y a plusieurs paramètres qui vont influencer sur la figure de diffraction et sur notamment la largeur de la tache centrale. Le critère dont on parle depuis tout à l'heure, plus la largeur de la fente est petite et plus la tache centrale sera grande. Ensuite, plus on s'éloigne de la fente pour observer la tache centrale, et bien plus cette tache sera grande. Et le dernier critère que nous n'avons pas pu observer nous-mêmes puisque nous n'avions qu'un seul laser, mais c'est de modifier la longueur d'onde du laser. Si on modifie sa longueur d'onde, ça va modifier sa couleur. Eh bien, a priori, plus la valeur de la longueur d'onde est grande, plus la tache sera grande. En effet, si on observe cette photographie d'une figure de diffraction réalisée avec un laser rouge dont la longueur d'onde 680 nanomètres est plus grande que celle d'un laser bleu dont la longueur d'onde est d'environ 405 nanomètres, eh bien on voit bien que la largeur de la tache centrale rouge est plus grande que la largeur de la tache centrale bleue. Bon, ok, on a les formules, mais à quoi ça va nous servir tout ça et qu'est-ce qu'on va vous demander? Dans un premier temps, on peut vous demander de redémontrer cette égalité entre la largeur de la tache centrale et la largeur de la fente, de la retrouver. Et ensuite, on vous donnera
plusieurs des grandeurs et on vous demandera de trouver la grandeur manquante. Par exemple, on vous donne la largeur de la tâche centrale, la distance, la longueur d'onde et on vous demande de retrouver la largeur de la fente. Sachant que cette fente, c'est pas forcément une fente, ça peut aussi être un fil, un objet ou un cheveu. Pour finir, on va parler des différentes situations de diffraction qu'on peut observer dans notre monde au quotidien. Une des premières observations du phénomène de diffraction, c'est si on observe des étoiles à travers un télescope. Lorsque l'on les regarde, ces étoiles, on pourrait penser qu'on va voir une tache lumineuse en forme de rond, tout simplement, parce que l'étoile est une boule de feu très très loin dans l'espace. En les regardant, ces étoiles, elles ont la forme d'étoiles, justement, avec des brins. Et pourquoi, d'où ça vient? Ça vient d'un phénomène de diffraction qui est créé par des brins qui se situent sur l'objectif de ce télescope et qui vont diffracter la lumière qui arrive depuis l'espace. Une autre manifestation du phénomène de diffraction des ondes lumineuses qui nous pose un problème dans la vie du quotidien, c'est sur la lecture de CD, de DVD ou de Blu-ray. On rappelle qu'un CD, un DVD ou un Blu-ray, c'est un disque en polycarbonate qui est parcouru par des petits trous partout sur toute sa surface. Et puis pour lire ce disque, il y a un laser qui va scanner, qui va passer devant tous les trous. Si la taille du trou est plus petite que la longueur d'onde du laser, on va être dans le cas des conditions de diffraction. Et dans ce cas-là, la lumière du laser va être diffractée et la lecture ne pourra pas se faire correctement. Donc, il y a eu ces fameux soucis qui ont fait que on est passé des CD au DVD, puis après au Blu-ray. Blu-ray, comme son nom l'indique, ça va utiliser une lumière bleue. Si la lumière est bleue, la longueur d'onde du laser est plus petite et dans ces cas-là, on aura moins ce phénomène de diffraction. La diffraction peut aussi se produire avec des ondes mécaniques comme par exemple la houle au niveau de la mer. Lorsque il y a naturellement ou artificiellement une entrée de type un port ou une digue, on va avoir un phénomène de diffraction puisque si l'ouverture est à peu près du même ordre de grandeur que la longueur d'onde des vagues, on aura ce phénomène de diffraction qui sera visible. Un phénomène de diffraction qui est un peu plus utile cette fois-ci. On est dans le cadre de l'émission et de la réception d'un signal radio. Par exemple, notre émetteur va émettre un signal radio et puis ce signal va rencontrer un obstacle. Une montagne, quelque chose de pointu, quelque chose qui puisse faire l'objet d'une diffraction. À ce moment-là, ce pic va se transformer en source ponctuelle. L'onde va se diffracter et va pouvoir repartir dans toutes les directions et donc arriver jusqu'au récepteur qui serait de l'autre côté par rapport à notre émetteur. Et ainsi, le signal peut aller de l'émetteur au récepteur sans problème. Prenons le cas d'une onde sonore, comme dans la situation de départ avec Janine qui appelait ses enfants. Si on se trouve dans une pièce et que l'on parle, que l'on crie ou que l'on appelle quelqu'un qui se trouve dans une autre pièce, pas forcément directement en face de soi, lorsque l'onde va rencontrer l'ouverture de la porte, il peut y avoir un phénomène de diffraction qui fait que l'onde va réussir à passer de l'autre côté, ça va se produire encore comme une source ponctuelle et les personnes qui se trouvent dans la pièce d'à côté vont très facilement entendre le son émis par la dame qui est sur le canapé. En réalité, le fils à Janine, il n'a absolument pas entendu appeler, pour la simple et bonne raison qu'il avait un casque avec atténuation du bruit. Fredoche va vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Et un dernier exemple de diffraction sonore qui va permettre cette fois-ci non pas à tout le monde d'entendre un bruit, mais bien justement d'éviter d'entendre un bruit. On a par exemple une habitation qui doit être protégée d'une route bruyante à côté. Il va y avoir l'installation d'un mur et lorsque les ondes sonores vont arriver à proximité de ce mur, il va y avoir un phénomène de diffraction qui va renvoyer le son et ainsi protéger le jardin de l'habitation. Et voilà, ça y est, vous savez tout sur la diffraction. Quelles sont les conditions, quelles sont les relations qui relient toutes les grandeurs liées à cette diffraction et quelles sont les applications de cette diffraction dans notre quotidien. Je vous laisse maintenant avec Fredoche.
On vient de voir avec Janie une première manifestation des phénomènes un peu magiques qui se produisent lorsqu'on a des ondes. C'était le phénomène de diffraction. On va maintenant parler d'un second phénomène lié à la magie ondulatoire, ce sont les interférences. Au programme de ce que vous devez savoir faire pour le bac, eh bien, vous devez citer les conditions d'observation des interférences ainsi que leurs conséquences. Ensuite, au programme, vous aurez 2 démonstrations à savoir faire. Une première démonstration sur les conditions d'interférence liées à la différence de marche, et puis on applique tout ça pour démontrer la formule d'interfranche dans l'expérience des fentes de Young. Eh bien, on a introduit au cours du TP50 la notion d'interférence constructive et destructive. Le but était d'expliquer comment fonctionnent vos AirPods ou vos écouteurs Bluetooth à réduction active de bruit. On a découvert dans ce TP qu'il y avait le bruit ambiant. Ce bruit ambiant est capté par vos écouteurs et rediffusé dans vos oreilles en opposition de phase. Et puis arrive dans vos oreilles le bruit ambiant et le bruit rediffusé en s'additionnant. Ils s'additionnent de manière destructive, si bien que le résultat est quasiment nul. C'est comme ça que l'on obtient une réduction active de bruit. Magique, non ? Allez, petit rappel des simulations que l'on a faites pendant ce TP. On avait 2 ondes S1 et S2 qu'on a superposées en les additionnant et puis surtout en faisant décaler pas à pas leur décalage temporel delta T. On s'aperçoit que lorsque le décalage temporel entre les 2 ondes est nul, eh bien les ondes interfèrent de manière constructive. On parlera d'ondes en phase. Et puis lorsque le décalage temporel est une demi-fois la période, eh bien là les 2 ondes interfèrent de manière destructive. On a les ondes en opposition de phase. Si l'on généralise, eh bien on obtiendra une interférence constructive chaque fois que delta t sera égal à une fois entière la période delta t égale kt, onde en phase, interférence constructive. De la même manière, on obtient des ondes en opposition de phase et donc une interférence destructive lorsqu'on a le décalage temporel delta t qui est un demi entier fois la période. Delta t égale k plus un demi fois t, la période, avec k qui est un entier relatif, pardon. On vient de voir dans ce cas précis le cas de 2 ondes qui sont issues du même point mais produites avec un déphasage. Et là, on a l'apparition d'un décalage temporel delta t. On va maintenant voir le cas de 2 ondes qui sont issues de points différents mais qui sont initialement en phase. Et on va voir qu'il va apparaître une différence de marche, notée petit delta, et qui est la différence de trajet de l'onde. Eh bien, on va voir que dans ces 2 cas qui semblent différents, les conséquences sont bien sûr les mêmes, l'apparition d'interférences constructives et destructives. Parce que, on le sait bien, pour les ondes, l'espace et le temps sont intimement liés au travers de la vitesse, ce qu'on appelle aussi la célérité de l'onde. On se rappelle la formule vue l'an dernier, la célérité de l'onde, sa vitesse, c'est sa longueur d'onde sur sa période. On retiendra lambda égale ct. Allez, sur ce schéma, imaginons 2 ondes issues de la source 1, S1, et de la source 2, S2. Ces 2 ondes se rencontrent au point M. Voyons un petit peu ce qui se passe. Bien sûr, sur ce cas-là, au point M, le trajet parcouru par l'onde S2 est plus court que le trajet parcouru par l'onde S1. Les 2 ondes, lorsqu'elles sont générées, eh bien, elles sont générées en phase. On le voit ici. Mais lorsque ces 2 ondes, elles se rencontrent au point M, elles y arrivent déphasées. Et ce déphasage, il est produit par la différence de trajet, de longueur de trajet de l'onde. C'est cette différence de trajet de l'onde qu'on va appeler la différence de marche et que l'on note petit delta. Dans ce cas particulier, au point M, on voit que S2 arrive au niveau d'un creux, alors que S1 arrive au niveau d'une bosse. On dira que S1 et S2 arrivent au point M en opposition de phase. Si l'on se décale au point N, là, on a un déphasage qui est intermédiaire. On le voit, la différence de trajet entre les 2 ondes est plus courte. La différence de marche sera moins grande. Et puis sur ce dernier schéma, au point P, la distance parcourue par les 2 ondes est rigoureusement la même, donc la différence de marche, elle est nulle, et puis on a les 2 ondes, S1 et S2, qui arrivent au point P en phase.
Eh bien ça, on va l'observer de manière expérimentale dans deux cas. On va avoir des interférences avec des ondes mécaniques, dans une cuve à ondes par exemple, et puis des interférences en ondes lumineuses, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard, avec l'expérience des fentes Young. Bien sûr, pour observer les interférences, c'est comme en diffraction, il faut que l'on ait des conditions d'observation. Ces conditions, vous devez les retenir. Déjà, il faut que les deux ondes, elles aient la même fréquence. On parle de deux ondes synchrones. Et puis, qu'elles soient cohérentes, c'est-à-dire que le déphasage soit constant au cours du trajet optique ou du trajet de l'onde. Un petit exemple, peut-être, imaginons que l'onde S1 traverse un premier milieu où sa vitesse de propagation c'est C1. En revanche, si on a une onde S2 qui traverse un milieu différent avec une différente vitesse de propagation, bien là, au cours du trajet de l'onde, le déphasage ne va pas être constant, et bien on aura des ondes non cohérentes. Revenons quelques secondes sur notre cuve à ondes. On génère deux ondes dans des points différents. Plaçons-nous le long d'une direction repérée en rouge. On voit que le long de cette direction, on a toujours une bosse qui rencontre une bosse et un creux qui rencontre un creux. On aura le long de cet axe rouge des interférences constructives. À la différence, si on se place sur une direction, sur une ligne bleue, eh bien là, on a toujours un creux qui rencontre une bosse ou une bosse qui rencontre un creux. Mais dans ce cas-là, on a des interférences qui sont destructives. Et c'est bien ce que l'on observe avec les photos de notre cuve à ondes. Passons maintenant à une démonstration qui est exigible à votre programme. Vous devez savoir définir les conditions sur la différence de marche pour obtenir des interférences constructives ou destructives. Et on rappelle que la différence de marche, c'est la différence de parcours de l'onde. Donc delta sera égal à distance D2 moins la distance D1. On connaît déjà les conditions d'interférence sur le décalage temporel delta t. Et là, on cherche à les démontrer sur la différence de marche delta. Mais pour passer du temps à l'espace, eh bien, on se rappelle notre fameuse formule de première, lambda égale ct. La démonstration n'est pas plus compliquée que ça. La différence de marche D2 moins D1. D2 c'est CT2 moins CT1 avec T2 et T1 les temps de parcours. On factorise par C facteur de T2 moins T1. On se retrouve avec la différence de marche qui est égale à la célérité fois le décalage temporel. Deuxième étape du raisonnement. Plaçons-nous dans le cas d'une interférence constructive. On sait que le décalage temporel il doit être égal à un nombre de fois entier fois la période. Delta t égale k fois t. On multiplie à gauche et à droite par la célérité. C delta t, c'est la différence de marche delta. Et C fois t, c'est la longueur d'onde lambda. On se retrouve avec la condition d'interférence suivante. Pour avoir une interférence constructive, donc des ondes en phase, il faut que la différence de marche soit égale à k fois lambda, et k étant un entier relatif. A l'inverse, pour une interférence destructive, il faut que la différence de marche soit égale à k plus 1,5, un demi entier, fois la longueur d'onde. Eh bien, ces conditions d'interférence constructive et destructive, conditions sur la différence de marche, on va les réinvestir dans la fameuse expérience des fentes Young. On la rappelle cette expérience ? Une double fente. Chaque fente a une largeur A et ces fentes sont écartées d'une longueur B. La double fente, elle est éclairée par un faisceau laser et puis on projette à une distance D sur un écran et on observe des figures faisant apparaître des interfranges. Eh bien, dans cette expérience, on est pile dans les conditions d'observation des interférences. Nos deux sources, la fente 1 et la fente 2, sont parfaitement synchrones, elles ont la même fréquence. Et puis, comme elles traversent le même milieu, elles sont aussi cohérentes. Voilà, on est maintenant dans l'obscurité et, comme dirait Janine, ça change la donne. Ok, on est sur notre première double fente Young et puis on observe effectivement des interférences constructives et destructives qui donnent une alternance de zones brillantes, lumineuses et de zones sombres ici. En plus de cela, on voit que tout ça est modulé par un profil d'intensité qu'on connaît déjà, celui de la diffraction qu'on a vu au dernier TP. Avec ici la tâche centrale. Allez, résumons en image de notre expérience. Les figures d'interférence, elles sont modulées par l'écart B entre les deux fentes.
Figures d'interférence sur lesquelles se superpose une figure de diffraction. Et la figure de diffraction, notamment la largeur de la tâche centrale, elle est liée à la largeur de chaque fente notée A. Au final, ce que l'on a observé, c'est la superposition de ces deux phénomènes, des franges d'interférence qui sont modulées par un profil de diffraction. On aura donc des résultats différents si l'on réalise l'expérience Young avec une double fente, comme ici à gauche, ou avec un double trou, comme ici à droite. Un autre point à votre programme est maintenant de réaliser la démonstration de la relation qui permet de calculer l'interfrange I dans le cas de l'expérience des fentes Young. Et c'est maintenant que l'on va utiliser les conditions d'interférence établies précédemment sur la différence de marche. Alors dans le cas de l'expérience Young, la différence de marche delta, elle est égale à B fois X sur D. Cette relation, elle est non exigible, elle vous sera toujours donnée dans les exercices de bac. Si on est au point P, au centre d'une tache lumineuse, on est pile dans le cas d'une interférence qui est constructive. On sait alors que la différence de marche, elle est égale à K fois lambda. La première interférence constructive, celle qui est sur l'axe optique au point O, c'est-à-dire pile à chemins égaux entre les sources S1 et S2, fente S1 et S2. Elle correspond à 0 fois lambda. La première tâche du haut, moins 1 fois lambda. La première tâche en bas, plus 1 fois lambda. Intéressons-nous aux zones sombres maintenant. Quand on est au milieu des zones sombres, on est pile dans le cas des interférences destructives. On se souvient, les conditions sur la différence de marche, c'est un demi-entier fois la longueur d'onde lambda. Le milieu de la première zone sombre à droite correspondra à 1 demi fois lambda. Pour la zone sombre à gauche, ça correspondra à moins 1 demi fois lambda. Partons de la relation de la différence de marche qui, je vous le rappelle, vous sera donnée. Delta égale Bx sur D, et si et seulement si x est égal à delta fois D sur B. Pour la première frange sombre, la différence de marche vaut moins 0,5 lambda, ce qui fait que ça correspond à un x de moins 0,5 lambda D sur B. Pour la deuxième frange sombre, la frange sombre à droite, eh bien la différence de marche c'est 0,5 1 demi plus 1 demi de lambda, ce qui nous fait un x qui est égal à plus 0,5 lambda d sur b. Et on le rappelle, l'interfrange, eh bien elle correspond justement à la distance entre ce x plus 1 demi et x moins 1 demi. Ce qui nous donne au final que l'interfrange sera égale à lambda d sur b. Allez, on va passer à l'effet Doppler. Donc cette partie se constituera d'une explication qualitative, ensuite d'une démonstration du décalage Doppler que vous devez savoir refaire. Et enfin, on verra des applications au calcul de vitesse et on verra comment l'effet Doppler s'applique aux ondes sonores ou aux ondes électromagnétiques. Mais avant ça, Fredoche, tu veux pas leur donner un petit conseil à tes petits scientifiques ? Mes petits scientifiques, pour se souvenir très facilement des relations algébriques liées à l'effet Doppler, il suffira de se souvenir Janine qui enfourche en mobilette et qui va chercher sa baguette de pain à la boulangerie de Saint-Papoul. Ce qu'il faut absolument retenir en termes de fréquence, c'est que dans le référentiel lié à la mobilette, la fréquence est ici. Lorsque on est dans mon référentiel et que la mobilette est en approche, la fréquence perçue dans mon référentiel est plus haute. Et lorsque la mobilette s'éloigne, la fréquence est plus basse que la fréquence réellement émise par la mobilette. C'est ça l'effet Doppler. Mais vous savez quoi, le mieux c'est de prendre notre smartphone, l'application Fifox, et on va voir comment mesurer les fréquences lorsque la mobilette de Janine arrive et lorsqu'elle repart. Allez, on démarre l'application Fifox dans Acoustique. Vous verrez tout en bas Spectre Audio. Il suffit de lancer la mesure et puis d'enregistrer les fréquences reçues de la part de la mobilette de Janine. Dis-moi Marlène, elle roulait pas un peu vite Janine ?
Alors on commence avec une approche qualitative. L'effet Doppler, c'est une modification de la perception d'une onde lorsque l'émetteur est en mouvement relatif par rapport au récepteur. Sur ce schéma qu'on utilise souvent pour représenter l'effet Doppler, on peut voir par exemple que la longueur d'onde perçue quand la source est en train de s'approcher est plus petite que la longueur d'onde perçue lorsque la source est en train de s'éloigner. Alors ce qu'on a perçu nous, c'était pas une variation de longueur d'onde, mais on a entendu un son plus aigu, donc on va s'intéresser aux fréquences. Un son plus aigu, quand ça s'approche, on va donc pouvoir dire que la fréquence reçue en approche est supérieure à la fréquence émise. On peut donc dire que la fréquence reçue, c'est égal à alpha fois FE, la fréquence émise, avec alpha qui est supérieur à 1. On fait un raisonnement similaire pour l'éloignement. On entend un son qui est plus grave, donc la fréquence reçue en éloignement est inférieure à la fréquence émise. On peut dire que la fréquence reçue en éloignement, c'est alpha prime fois FE, la fréquence émise, avec alpha prime qui est inférieur à 1. Donc finalement, on a ces coefficients alpha et alpha prime qui permettent de décrire qualitativement ce qu'on a ressenti, mais l'objectif, ça va être maintenant de démontrer une expression pour alpha et pour alpha prime pour pouvoir exprimer ces coefficients en fonction des données du problème. Notre objectif, ça va donc être de démontrer l'expression du décalage Doppler, c'est-à-dire la différence entre la fréquence perçue et la fréquence émise lors du déplacement d'une source par rapport au récepteur. Avant de commencer la démonstration, on va faire quelques petits rappels pour se remettre en tête les choses qui vont nous servir. Tout d'abord, on se rappelle que la distance parcourue par un objet, c'est égal à la vitesse de déplacement de cet objet fois la durée de déplacement. Une deuxième relation dont on va se servir, c'est le retard de l'onde qui est égal à la distance parcourue par l'onde divisée par la célérité de l'onde. Alors attention à ces deux relations, elles se ressemblent beaucoup et vous allez avoir besoin d'utiliser les deux. Donc quand vous devrez calculer une distance parcourue ou quand vous devrez calculer une date, il faudra bien se poser la question, est-ce qu'on est en train de parler de l'onde, auquel cas on va se servir de la célérité, ou est-ce qu'on est en train de parler de la source, auquel cas on va se servir de la vitesse de déplacement de la source. Enfin, on se rappelle que la période, c'est la durée la plus courte entre deux répétitions identiques pour une onde périodique, et que la fréquence, c'est l'inverse de la période. On va maintenant poser le cadre de l'étude qu'on va mener. On sera dans le cas d'un récepteur qui est fixe, représenté en bleu, et d'un émetteur qui s'éloigne, représenté en vert. L'émetteur, on va considérer qu'il émet des bips sonores à la période TE, que la célérité de l'onde qui est émise se note C, et que l'émetteur, donc en vert, va s'éloigner à une vitesse notée petit v inférieure à la célérité des ondes du récepteur fixe. C'est ce qui est représenté sur le schéma ci-dessous. Donc on voit qu'à t égale 0, il y a un premier bip qui est émis. Quand il s'est écoulé la durée TE, un second bip va être émis. Alors, pour établir l'expression du décalage Doppler, on va devoir s'intéresser à différents instants qui correspondent à l'émission ou la réception de l'onde qui sont représentés, et donc on va détailler tout ça. On commence avec t égale 0. À cet instant-là, on va avoir émission du premier bip au niveau de l'émetteur, et à cet instant-là, on considère que l'émetteur se trouve à une distance x0 qui est égale à d du récepteur. Ensuite, on va définir t1. À cet instant-là, le récepteur va recevoir le premier bip. Comme ce bip avait été émis à une distance d qui était égale à x0, on peut déterminer que t1 est égal à la distance parcourue, donc petit d, divisé par la célérité de l'onde. On passe à l'instant suivant, t2, qui est égal à te. Donc à cet instant-là, l'émetteur émet un deuxième bip. Il se trouve à cet instant t2 à une distance x2 du récepteur. Cette distance x2, elle est composée de la distance petit d qui correspond à la position initiale de l'émetteur, plus la distance qui a été parcourue par l'émetteur, qui se déplace, je vous le rappelle, à la vitesse v, au cours du temps entre t2 et t0. Donc finalement, x2 c'est égal à d plus la vitesse de l'émetteur multipliée par t2 moins t0, et si on remplace par te et t0, on obtient finalement x2 qui est égal à d plus v fois te, et donc c'est la position qu'il a au moment où le deuxième bip est émis. Vous l'avez compris, la dernière étape, ça va être de déterminer la date à laquelle le récepteur reçoit le deuxième bip. Donc pour déterminer la valeur de T3, on va se souvenir que le deuxième bip a été émis à la date T2,
Et à cette date, il va falloir rajouter le temps de parcours de l'onde pour arriver jusqu'au récepteur. Ce temps de parcours, il est égal à la distance x2, puisque c'était à cet endroit que se trouvait l'émetteur lorsque le deuxième bip a été émis, divisé par la célérité de l'onde. Et si on remplace par les expressions précédentes pour t2 et x2, on obtient t3 qui est égal à te plus le rapport d plus v fois te divisé par c. Les résultats obtenus sont rassemblés dans ce tableau. On va maintenant s'intéresser à la période reçue. La période reçue, par définition, c'est la durée entre la réception de deux bips, donc en particulier la durée entre T3 et T1, qui correspondent aux réceptions du second et du premier bip. On remplace par les expressions, on simplifie, on factorise par TE, et pour la suite, on va décider de mettre ce qui est dans la parenthèse au même dénominateur. Maintenant, on va s'intéresser à la fréquence reçue, puisque je vous rappelle qu'on est en train d'essayer de trouver le décalage en fréquence. La fréquence, ça va être l'inverse de la période. On remplace donc par l'expression de T reçu, et on voit qu'on fait apparaître 1 sur TE, qu'on va pouvoir remplacer par FE. On vient donc d'exprimer la fréquence reçue lors de l'éloignement. On va enfin pouvoir s'intéresser au décalage Doppler, qui est la différence entre la fréquence reçue et la fréquence émise. On remplace FR par son expression, on factorise par FE, et enfin on ramène tout au même dénominateur pour avoir une expression la plus compacte possible. On est donc arrivé au décalage Doppler, je vous ai mis toutes les lignes de calcul, évidemment vous pouvez simplifier et sauter certaines lignes si ça vous paraît évident. Finalement cette démonstration elle est un petit peu longue mais elle n'est pas compliquée sur les concepts. Alors vous avez ici un récapitulatif. Pour le cas d'un récepteur fixe avec un émetteur qui s'éloigne, c'est le cas qu'on vient de démontrer, et les résultats pour le cas d'un récepteur fixe avec un émetteur qui s'approche. Je vous encourage à essayer de reprendre toute la démonstration dans cette deuxième configuration. Vous devez être capable, évidemment, de démontrer le décalage Doppler dans les deux cas. Revenons maintenant à cette histoire de moto. On a la fréquence en approche, on a la fréquence en éloignement, et on cherche la fréquence émise et surtout la vitesse de Janine. On a établi deux équations, on a deux inconnues, on va pouvoir résoudre. On peut montrer, je vous laisse le vérifier, que si on fait le rapport entre la différence entre la fréquence en approche et la fréquence en éloignement et la somme de ces deux fréquences, on obtient le rapport de la vitesse de déplacement de la source divisée par la célérité de l'onde. On peut alors facilement isoler la vitesse et on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs numériques. On remplace la célérité par la valeur de 340 mètres par seconde puisque c'est une onde sonore qui se propage dans l'air et on obtient finalement une vitesse de déplacement de 30,9 mètres par seconde. Pour avoir une idée de cette vitesse, on va convertir en km par heure, on multiplie par 3,6 et là on obtient 111 km par heure. En effet, je crois que Janine elle va un petit peu trop vite pour aller chercher le pain. Maintenant qu'on connaît la vitesse de déplacement, on va simplement utiliser une des deux équations, soit en éloignement, soit en rapprochement, pour déterminer la fréquence émise par la moto. On peut par exemple choisir la formule qui lie la fréquence émise à la fréquence reçue en éloignement, celle qu'on a démontrée. On n'a plus qu'à remplacer par les valeurs numériques et on arrive finalement avec une fréquence émise de 117 Hz. Allez, pour terminer, on va s'intéresser à des applications de l'effet Doppler utilisant différents types d'ondes. On l'a vu avec l'exemple de la mobilette, on a une perception des ondes sonores qui va varier quand on est dépassé par un véhicule en mouvement. En restant dans le domaine des ondes acoustiques, on va pouvoir parler d'une méthode d'analyse médicale qui s'appelle l'échographie Doppler, qui utilise des ondes ultrasonores. Le principe est décrit dans le schéma. On voit qu'on a une sonde qui va émettre des ondes. Ces ondes vont se réfléchir sur les globules rouges qui sont en mouvement. L'onde qui va être réfléchie, elle va donc sembler provenir du globule rouge et comme celui-ci est en mouvement, on va percevoir un décalage Doppler. Grâce à ce décalage Doppler, on va pouvoir déterminer la vitesse des globules rouges ainsi que le sens dans lequel se déplacent les globules rouges, donc le sens d'écoulement du sang. Par exemple, sur l'image qui est sous le schéma, on voit un cordon ombilical. Un cordon ombilical, c'est constitué de 3 vaisseaux sanguins, 2 artères qui apparaissent en bleu et qui sont plus petites, avec le sang qui se déplace dans un sens, et un vaisseau qui est plus grand, qui s'appelle la veine ombilicale, dans lequel le sang se déplace dans l'autre sens. Ce que je viens de vous décrire là, c'est exactement le même principe de fonctionnement que celui des radars routiers que vous trouvez au bord de la route.
La seule différence, c'est que dans ce cas-là, ce ne sont pas des ondes ultrasonores, mais des ondes radiofréquences, donc des ondes électromagnétiques qui sont utilisées. La voiture joue le rôle du globule rouge et on cherche à déterminer sa vitesse et le cas échéant à déclencher le flash si elle dépasse la limite autorisée. Enfin, pour terminer, souvenez-vous, au début, on a dit que l'effet Doppler, c'était la modification de la perception d'une onde lorsque la source était en mouvement relatif par rapport au récepteur. On a raisonné principalement sur les fréquences, mais on avait vu qu'il y avait aussi un impact évidemment sur la longueur d'onde. L'effet Doppler-Fizeau, c'est l'effet Doppler qui va être appliqué en astrophysique pour déterminer la vitesse des étoiles. Alors comment ça marche ? Vous le savez, les étoiles émettent de la lumière. Une partie du spectre émis est absorbée, on a des raies noires qui apparaissent sur les spectres colorés. Ces absorptions sont liées à la présence de certains atomes dans l'atmosphère des étoiles. Ce qu'on a remarqué, c'est que la position en longueur d'onde de ces raies d'absorption est différente pour une observation au repos, par exemple avec une lampe dans un laboratoire, et ce qu'on observe en observant les étoiles. Ceci est dû à l'effet Doppler. Et ça va permettre de remonter, avec une formule qui est assez similaire à celle qu'on a démontrée, à la vitesse radiale de l'étoile ou de la galaxie. Ça nous donne des informations qui vont donc pouvoir être utilisées en astrophysique grâce à la lumière qui est une onde électromagnétique.